Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes, ancien ministre, ancien commissaire européen. Vous publiez Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique chez Gallimard. On va en parler dans un instant. Évidemment, l'actualité nous rattrape. Emmanuel Macron est en ce moment en Israël, rencontre avec Benjamin Netanyahou. Le message de la France aujourd'hui est bien porté, avec un équilibre souhaité dans ce conflit en ce moment qui ravage le Proche-Orient. Je ne suis pas du tout un porte-parole de l'exécutif, donc je ne peux pas commenter là-dessus. Je dirais simplement que ce qu'il importe de dire, me semble-t-il, c'est toute l'émotion, tout le soutien que les Français ressentent face au massacre, au pogrom terroriste dont a été victime Israël il y a maintenant 2 semaines. Ce qu'on a vu, c'est insoutenable, insupportable. Ça replonge dans les tréfonds de l'histoire du peuple juif. Et dans le même temps, il faut aussi dire que dans une guerre, une démocratie, et Israël est une démocratie, c'est pas le cas évidemment des mouvements terroristes, une démocratie doit respecter les règles de la guerre. Et enfin, que derrière la légitime opération qu'Israël mène pour affaiblir et puis mettre hors d'état de nuire le Hamas, il faudra qu'il y ait une solution politique à un moment donné. Si c'est ça la voie de la France, Oui. je m'y reconnais. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il me semble que ce n'est pas loin, mais Deux États, je ne veux pas faire le commentateur Oui. des paroles du président de la République. Je suis président de la Cour des comptes et donc j'ai un devoir de réserve qui est général. Et il me semble toutefois qu'il est important que cette politique soit portée dans l'ensemble de ses dimensions. Oui. Vous ne diriez pas, comme la présidente de l'Assemblée nationale qui s'est rendue sur place à Tel Aviv, qu'au fond, Israël a le droit de tout faire? C'est ce que je suggérais, mais sans vouloir manifester une distance par rapport à elle. Elle a fait une visite qui était une visite de soutien à un pays ami. Elle l'a fait avec un élan. Néanmoins, oui, il faut quand même le redire, une démocratie doit respecter les règles de la guerre et doit respecter le droit international. Je vais prendre un exemple. Il y a cet hôpital qui a été bombardé il y a 8 jours, ou plutôt qui a fait l'objet sans doute de la chute d'une roquette tirée par un mouvement palestinien dans la bande de Gaza, le djihad peut-être. Si Israël avait commis cet acte, alors à ce moment-là, ça aurait été évidemment quelque chose de considérable. Et c'est pas par hasard qu'on le lui a reproché. J'allais dire qu'il est important de veiller, par exemple, à ne jamais viser des populations civiles, jamais viser des établissements de santé. Ça ne veut pas dire, on le sait, que dans une opération militaire, il n'y a pas de civils qui sont touchés. Mais entre avoir des objectifs militaires et qu'il puisse arriver de manière tragique que les civils soient touchés et viser des objectifs civils, il y a évidemment plus qu'une nuance et une différence. Oui, mais soutenir Israël ne veut pas dire soutenir le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Alors, il y a une nuance là qui est assez importante. Quand vous soutenez Israël, plutôt quand vous exprimez un message de soutien et d'amitié, vous vous adressez aux forces politiques légitimes, donc au gouvernement. D'autant qu'il y a maintenant un gouvernement de quasi-union nationale, puisqu'il y a seul un parti d'opposition important, le parti d'Yair Lapid, qui n'y participe pas. Et donc, dans la phase qui est là, évidemment, vous vous intéressez et vous vous adressez aux autorités légitimes. Ensuite, il faudra bien un jour qu'on établisse les responsabilités, et qu'on regarde comment ce pays doit être dirigé. Et enfin, je le disais moi-même, il est important qu'une solution politique soit proposée un jour. Et est-ce que c'est ce gouvernement qui le proposera? Mais pour le moment, l'heure n'est pas venue de se prononcer sur la politique israélienne. On peut avoir des distances importantes, ce qui s'est passé avant, la réforme de la Cour suprême, la division de la société israélienne, la coupure avec l'armée ou le renseignement, ça a peut-être joué un rôle, mais nous verrons plus tard. Oui, mais au sein de la NUPES, le Parti socialiste, la France insoumise, il y a une véritable distorsion. La France insoumise qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Et au fond, d'un autre côté, voilà. J'ai été un homme politique pendant longtemps. C'est aussi à travers cela que j'ai écrit mon livre. Je ne le suis plus. Je suis le premier président de la Cour des comptes. Je préside une institution qui est indépendante, qui est impartiale. Je n'appartiens plus à aucun parti. Je ne veux vraiment pas me replonger dans ces débats. Moi, ce qui m'importe, c'est autre chose. D'abord, je vais vous dire une chose. Je pense très franchement que dans notre pays, on accorde une place peut-être excessive à tout ça. Car aussi condamnables que soient les propos de Jean-Luc Mélenchon, et Dieu sait qu'il m'arrive même parfois de sortir de ma réserve. Dire que la présidente de l'Assemblée nationale encourage les massacres. Non. Et j'ai moi-même fait un tweet pour dire que cette expression était insupportable et qu'elle en disait long sur certaines arrière-pensées. Pourquoi ? Pas parce qu'elle visait la présidente de l'Assemblée nationale, mais parce que, au fond, il utilise une expression massacre
pour une réplique, alors qu'il n'a pas utilisé l'expression massacre pour ce dont a été victime Israël. Et il a même, à l'époque, refusé de dire qu'il s'agissait d'un acte terroriste, alors que pour beaucoup qui ont vécu ces périodes, moi je suis d'origine juive, mon père est né en Roumanie, des pogroms, il en a vécu, ça ressemblait à ça. Et donc, il est insupportable d'avoir ce type de dissymétrie. Mais ce que j'exprime là, c'est la condamnation d'un propos, c'est la condamnation d'une analyse, c'est une erreur historique. Je ne veux pas me mêler du débat politique. Oui, mais et je vais vous dire c'est une pas chose, antisémite, au fond, de dire elle campe à Tel Aviv? Le mot camper a été beaucoup utilisé. Je ne veux pas commenter sémantiquement. On en donne trop d'importance à ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez, quand je regarde la gauche, au fond, dans cette période, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qui s'exprime de façon correcte. Et je vois que le Parti socialiste, je vois que Anne Hidalgo, je vois que certains insoumis, François Ruffin, Alexis Corbière, Rachel Garrido, Clémentine Autain, tiennent des propos sensés. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas de savoir ce que va devenir la NUPES, c'est de savoir qui parle juste, qui parle humainement, qui parle au nom de valeurs, qui sont aussi d'ailleurs les valeurs de la gauche. Et de ce point de vue-là, il y a un cas Mélenchon et quelques autres. Et puis, voilà, il y a d'autres qui s'expriment différemment. Je ne voudrais pas qu'on juge toute la gauche à l'aune des propos de Jean-Luc Mélenchon ou qu'on focalise tout le débat français sur la NUPES. Oui. Franchement, ce serait trop. Et d'ailleurs, y compris par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des enjeux tellement importants, tellement essentiels, qu'on ne peut pas toute la journée commenter LFI et Jean-Luc Mélenchon. C'est lui donner trop d'importance. Oui. Donc, des propos réfutables doivent être réfutés. Des propos condamnables doivent être condamnés. Après, ne faisons pas des châteaux en Espagne politique là-dessus. Oui, mais quand même, 400 actes antisémites commis en France. Qui est responsable de ça? Mais ça, c'est autre. Alors, qui est responsable de ça? Ceux qui les commettent. Oui. Ça, je ne suis pas du tout dans l'idée un peu fanatique, selon laquelle telle ou telle formation politique serait le bras armé du Hamas. Ça, pour moi, pour le républicain, laïque, formé dans le socialisme, dont les idoles de jeunesse étaient Léon Blum et Pierre Mendès France, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ceux qui commettent des actes antisémites, plutôt, c'est ceux qui les commettent. Pardon de la palissade. Ne faisons pas, encore une fois, comme si l'ensemble des problèmes de la France, et même des problèmes des Juifs, étaient causés par les propos de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont juste insupportables, d'accord. Mais encore une fois, ne ramenons pas tout à ça. Oui. C'est une erreur. Oui, mais... Et d'ailleurs, quand je vois des amis, y compris des amis juifs, qui viennent me dire, tu vois, la gauche, patati patata, je leur dis, écoutez, avant de jeter toute la gauche avec l'eau du bain, ou avec les propos de Jean-Luc Mélenchon, regardez quand même ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est ça qui m'importe. Oui. Et moi, ce qui m'importe, c'est qui pense juste, qui dit juste, qui dit les choses exactes dans cette affaire. Et la première des choses exactes qu'il faut dire, c'est que le massacre, le pogrom dont a été victime Israël, est insupportable. Que ça ramène à toute une histoire du peuple juif. Oui. Et que, pour l'humanité, c'est juste intolérable. Oui, mais que vous connaissez cette histoire, parce que dans ce livre qui est très personnel, hein, Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique, vous racontez aussi l'origine de votre famille, qui a échappé à la Shoah pour partie d'entre elles, dans des conditions extrêmement éprouvantes. Au fond, quand vous dites aujourd'hui, vous qui avez tellement aimé la politique, et vous le dites dans ce livre, passionnément, vous dites aussi aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans l'abaissement du débat public. Oui. Au fond, vous ne reconnaissez plus le monde politique, les valeurs, au fond, qui ont fait que vous avez tant aimé vous battre. C'est ce que j'ai essayé un peu de vous dire il y a une seconde, c'est essayer de resituer ce qui est important et puis de rejeter l'écume des choses. C'est vrai que moi je suis le fils d'un homme qui est arrivé de Roumanie, juif, après la guerre, qui avait passé 5 ans dans un camp de travail et qui avait vécu un pogrom. Et mon père disait toujours qu'un pogrom, assister à un pogrom, ça avait débranché les nerfs de sa vie. Il y avait quelque chose en lui qui l'avait rendu silencieux pour toujours. Ma mère était d'origine polonaise, juive aussi. Elle avait passé la guerre cachée par des justes en Lozère. Elle aussi était très silencieuse et en même temps très en colère. Et ça ne m'a pas empêché, moi-même, de devenir un homme politique, socialiste, juif, laïque, sans éducation religieuse particulière, attaché à mon origine, mais ne me définissant pas par elle. Et ensuite, si vous voulez, après, j'ai participé à la politique avec passion, une politique qui était animée par des convictions, par des idées, par des combats d'hommes, mais qui portaient aussi des convictions, des valeurs et des idées. Et je constate aujourd'hui, dans le débat public, c'est vrai, je le regrette, trop de violence. Oui, ce que dit ça vous le dites. Trop de violence. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, pour moi, ces propos sont des propos qui ramènent loin en arrière.
mais pas que lui. Et je constate de l'autre côté... Comment ça, loin en l'arrière? Vous dites au fond, ça ramène quoi? À la Seconde Guerre mondiale? Non, mais la violence à ce niveau dans le débat politique, nous ne l'avions pas connue depuis longtemps. Les attaques contre Léon Blum. Mais aussi, pardonnez-moi de le dire, bon voilà, la force de l'extrême droite dans ce pays est l'expression d'une colère sociale qui existe. Je me réjouis que le parti soit aujourd'hui plus modéré dans son expression. En général, je constate d'ailleurs que sur le sujet qui nous occupe, il y a eu des positions qui étaient tout à fait acceptables. Mais je dis que, voilà, d'un côté, il y a un retour de la violence soit sourde, soit vocale. De l'autre côté, une certaine forme de médiocrité où on accepte que l'ordre des choses soit juste commenté sans vouloir avoir trop de prise. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont des forces souterraines qui sont en train de gagner parce qu'elles ne sont pas combattues. J'ai été un socialiste ardent, dirigeant du Parti socialiste, ministre socialiste, commissaire européen socialiste. Je ne suis plus au Parti socialiste. Ce parti représentait, pendant 30 ans de ma vie, 30% des électeurs. Il était tantôt au pouvoir, tantôt dans l'opposition. Aujourd'hui, il est moins important. La droite, la droite républicaine, est tragiquement affaiblie. Les forces de gouvernement, j'allais dire traditionnelles, bon, elles ont un filet de voix. Et en face, vous avez des mouvements qui avancent, qui savent surfer davantage de façon positive ou négative sur des émotions. Et si j'écris ce livre, c'est pour témoigner du fait que nous avons besoin de restaurer le débat politique dans sa qualité. C'est pas un livre sur la gauche. C'est un livre d'un homme de gauche, mais surtout un livre d'un homme. C'est un livre personnel. Oui. C'est mon expérience. Rencontre aussi, parce mon témoignage. Oui, on y croise Lionel Jospin, on y croise Michel Rocard, évidemment François Mitterrand, puis François Hollande. On y croise des personnalités qui ont marqué notre parcours. Dominique Strauss-Kahn aussi. Oui, et je crois beaucoup. Oui, il y a une expérience que j'ai faite, c'est qu'en politique, on se fait jamais tout seul. On n'est pas un ovni, on n'est pas un individu. On est dans une collectivité. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les rencontres. Si je n'avais pas rencontré Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin, je n'aurais jamais été un homme politique. J'aurais été un haut fonctionnaire, engagé, convaincu, avec des idées, mais jamais été un homme politique. Je ne me serais jamais présenté à une élection. Ce sont ces rencontres collectives qui m'ont donné un souffle, une envie. C'est ce que d'ailleurs moi-même j'ai essayé de transmettre. J'ai été professeur, j'ai été ministre et j'ai animé des équipes. J'ai été un homme politique qui faisait ce qu'on appelle du talent scouting aux États-Unis, c'est-à-dire qui cherchait des jeunes talents. J'ai cherché à irriguer la vie politique. Je crois, franchement, aux aventures collectives. Oui. Et si on n'est pas capable de retrouver les grandes aventures collectives, des grands récits collectifs, avec de la rationalité, des valeurs, des convictions, de la belle politique, alors à ce moment-là, derrière, qu'est-ce qui gagne? Ce sont les autocrates, ce sont les illibéraux, c'est la démocratie qui s'affaiblit. Regardez le monde comme il est aujourd'hui. Il y a une espèce d'oasis de quelques démocraties fragilisées face à un océan de démocratie libérale, voire de pas démocratie du tout, d'autoritarisme, d'autocratie. Mais vous ne dites pas, Pierre Moscovici, des rendez-vous manqués aussi. On pourrait parler par exemple de Dominique Strauss-Kahn. Vous avez une rupture idéologique avec lui, bien avant l'affaire du Sofitel. Personnel. Vous deviez, après, être son directeur de campagne, s'il avait été candidat à l'élection présidentielle. Ou porte-parole. Voilà comment ça a fini. François Hollande, vous dirigez sa campagne. Oui. Et il parle de la finance qui est notre ennemi. Vous le reniez là-dessus. Finalement, à chaque fois, on a l'impression, au fond, la gauche a été quelque part à des rendez-vous manqués. Non, je pense, si vous voulez, c'est pas exactement comme ça que c'est passé, parce que malgré tout, pendant 40 ans, disons de 1980 à 2017, ça fait 20 années de gouvernement de droite, 20 années de gouvernement de gauche, alors peut-être un peu plus de gouvernement de gauche, avec des grandes réalisations. Les réformes de 1980, Lionel Jospin, les 35 heures, les emplois jeunes, et une économie vraiment qui avance, la parité, des conquêtes, y compris sous François Hollande, le mariage pour tous. Dans mon domaine, puisque j'étais ministre de l'économie et des finances, la création de la Banque publique d'investissement, le choix de l'Europe fondamentalement. Donc la gauche a servi la France. Elle a aussi commis des erreurs. Et moi, ce qui m'a davantage frappé, c'est ce que j'écris, c'est au fond la dimension humaine de tout ça. C'est-à-dire, c'est comment tout ça s'est défait de l'intérieur. Comment le jeu des hommes, les erreurs des uns et des autres, nous ont amenés à 2017, c'est-à-dire à la quasi-évaporation de la gauche. Et de ce point de vue, vous parliez de François Hollande, vous avez cité, ce qui n'est pas pour moi un bon exemple, mon ennemi, c'est la finance, c'était une habileté de campagne assez bienvenue. Oui, mais après, vous dites, non, mon ennemi, c'est pas la finance. Ça, je dis que mon ennemi n'est pas la finance parce que ce que nous avons fait, c'est un peu différent. Nous avons cantonné la finance, mais je n'ai pas voulu, comme ministre des Finances, et je le reconnais, et je l'assume, séparer les banques. Je préfère avoir une banque
comme les grandes banques généralistes françaises, où il y a de l'investissement et où il y a aussi des épargnants, plutôt que des banques spécialisées qui ne soient que des banques d'affaires ou que des banques d'épargne, dont je constate qu'elles sont fragilisées partout. Et donc, c'est plutôt le choc entre les mots et les choses qui a frappé. Je pense que si pendant les années, par exemple, de 2012 à 2017, un projet avait été nommé, si on avait reconnu la situation, vous voyez, le quinquennat de 2012 devait être un quinquennat à l'envers. Nous étions en sortie de crise financière. Il fallait redresser les comptes publics. Il y avait des efforts à faire. Je l'ai fait d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, quand on Jusqu'au ras-le-bol fiscal. Jusqu'au ras-le-bol fiscal aussi. Oui, absolument. Mais voilà, il fallait faire ça. Et puis ensuite, retrouver des marges de manœuvre. Si vous dites sans arrêt, mais la courbe du chômage va s'inverser, la courbe du chômage va s'inverser, et qu'elle ne s'inverse pas, ou alors on va faire une taxe à 75%, au moins il y a un tel hiatus entre l'action et le verbe qu'on ne vous croit plus. Alors que François Hollande, pour moi, j'ai été son ministre, j'étais son directeur de campagne, je le connais bien, c'est un homme très intelligent, qui a aussi eu une parole courageuse à des moments importants, le terrorisme, son action internationale en Afrique, face à Vladimir Poutine, il a été très lucide, il a tenté des choses, mais en même temps, pendant sa présidence, le système politique de la gauche s'est affaissé, complètement. Et je pense qu'il n'a pas fait toujours les bons choix d'hommes et d'initiatives. Oui, ça, vous le trouverez dans le livre. Parler de l'affaire Cahuzac aussi. Oui. Mais au-delà de ça... Cahuzac était mon ministre délégué, oui. Et il m'a menti. Il a menti à tout le monde. Ça fait mal, ça. Et vous savez ce qui aurait dû se passer ? On aurait dû le virer tout de suite. Il ne fallait pas attendre 3 mois. D'autant qu'il y avait... Vous demandiez à le virer tout de suite ? Non, parce que moi, comme un imbécile, il est venu dans mon bureau, je l'ai cru. Il m'a menti, il l'a dit d'ailleurs. Il a menti à Hollande, mais il y avait un doute. Et là, nous avons manqué de lucidité, parce que quand il y a un doute, comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, il y a un loup, il fallait le mettre de côté. Quand il y a eu une affaire Tapie dans les années 90, vous vous en souvenez peut-être, Bérégovoy et Mitterrand avaient fait démissionner Tapie du gouvernement, il a été blanchi, il est revenu. Il fallait dire à Jérôme Cahuzac, là, on ne sait pas, tu t'en vas. Et si tu as raison, tu reviendras. Oui. Le garder 3 mois, ça a été une tunique de Nessus, et ça a été une blessure. Un manque une de blessure courage, pour la gauche. peut-être aussi, quelque part. Oui. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Disons qu'il me semble que s'il y avait une personne qui avait un doute, c'était le président de la République de l'époque. Oui, et le président de la République, victime d'un putsch, à un moment donné, vous racontez comment Arnaud Montebourg fait placer avec d'autres Manuel Valls à la place de Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre. C'est de la petite histoire, mais oui, c'est l'histoire. C'est un putsch qui passe en dessous du président, c'est une perte d'autorité. Non, parce qu'à la fin, c'est lui qui a choisi. Et je pense qu'il a mal choisi, c'est-à-dire qu'il a choisi des personnalités qui avaient leurs qualités. Manuel Valls est un homme courageux, c'est un homme qui a de la volonté. Arnaud Montebourg ne manque pas de talent, Benoît Hamon a de l'allant, mais il ne portait pas sa ligne, ni ses intérêts. Il n'était pas aligné avec lui. Et finalement, il a choisi à ce moment-là de mettre 3 hommes, Valls, Montebourg, Hamon, à la place de 3 autres, Jean-Marc Ayrault, Vincent Peillon et moi-même. Les 3 autres n'étaient pas parfaits, mais au moins nous avions une cohérence qui allait de pair avec celle du président de la République. Et à partir de ce moment-là, je crois que les choses ont été assez désaxées, finalement, et ça a ouvert la voie à autre chose, ce qui s'est passé. Oui, mais autre chose, au fond, ça ne vous empêche pas d'être optimiste pour votre parti, parce qu'on sent quand même que vous vous dites qu'il y a encore un avenir pour la social-démocratie en France. Non, il ne faut pas s'y tromper. J'ai fait de la politique jusqu'en 2019, jusqu'au moment où je suis sorti de la Commission européenne, parce qu'être commissaire européen, ce n'est pas un poste de bureaucrate, c'est un poste politique. Depuis, je n'en fais plus. Et je n'appartiens à aucun parti. On se doute que j'ai encore des idées. Je suis devenu premier président de la Cour des comptes, j'avais 63 ans. Je n'ai pas subi un lavage de cerveau à ce moment-là. Mais néanmoins, je m'interdis vraiment toute partialité. J'espère qu'un jour, il y aura une gauche dans ce pays, et une gauche intelligente. Aujourd'hui, il y a une gauche, pourtant, aujourd'hui. Mais on voit bien qu'elle est désarticulée, la NUPES. Pas audible. Non, mais qu'il y aura une gauche social-démocrate, une gauche modérée, réaliste, pragmatique, européenne, celle que j'ai aimée et celle qu'avec d'autres j'ai incarnée. J'espère qu'elle reviendra, et qu'elle redeviendra une force de gouvernement. Je le souhaite, mais je le souhaite de façon pas intéressée. Je ne fais plus de politique, c'est pas mon métier, et ce ne le sera sans aucun doute plus. Non, je le souhaite pour mon pays, parce que je pense qu'il est important d'avoir un vrai choix démocratique. Un choix qui, oui, il y a des forces politiques de gauche intelligentes, des forces politiques de droite structurées. Il y a une force d'extrême droite qui maintenant l'est très structurée. Et donc j'espère que nous retrouverons un champ de force politique qui offrira aux Français un vrai choix de gouvernement et non pas des choix un peu par raccro ou de deuxième ordre qui les désespèrent.
et qui crée ce qui se passe aujourd'hui, de la défiance, de l'abstention, la montée des extrêmes. C'est pas le pays dont je rêve. Par ailleurs, je suis aussi conscient des tensions dans la société, des problèmes à régler, des inégalités, qu'elles soient salariales, qu'elles soient entre les hommes et les femmes, qu'elles soient territoriales. Ça, j'ai été pendant 20 ans élu d'une région en désindustrialisation, le pays de Montbéliard, avec l'industrie automobile qui déclinait. Je connais les ouvriers. Je sais ce qui les a poussés aussi vers certains votes. Une forme de désespérance, de défiance contre la mondialisation. Il faut répondre à tout ça. La gauche le fera à sa façon, la droite à la sienne, mais que les uns et les autres, maintenant, s'occupent des problèmes qui sont là, et qu'ils le fassent vite. Parce que, voilà. Et j'ajoute une dernière chose, c'est que je souhaite que l'Europe, à laquelle j'ai consacré, je sais pas, 20 ans de ma vie, j'ai été commissaire européen, parlementaire européen, j'étais ministre des Affaires européennes et des Finances. Donc, je souhaite que l'Europe se construise. Pourquoi ? Parce que dans le monde dangereux où nous vivons, entre la Chine, les États-Unis, les illibéraux, la montée des autoritarismes, les menaces ici et là, on a besoin d'avoir un pôle de puissance. Seul, on fait ce qu'on peut. Nous sommes une puissance d'influence mondiale. Comme disait Hubert Védrine, nous comptons dans le monde. Nous comptons, oui, mais seuls nous ne pouvons pas peser autant que nous pouvons le faire ensemble. Oui, mais Pierre Moscovici, ce livre est très perso aussi. Oui. Et vous dites d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire, bon, la Cour des comptes, vous êtes le gendarme des comptes publics. Bon, ça parle pour les gens, mais au fond, vous dites, quand vous arrivez dans ces murs de cette Cour des comptes, dont vous dites, c'est peut-être là, je vais terminer ma carrière politique. Non, ma carrière publique, pas politique. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, compte tenu de là où vous venez. Et c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Vous savez, il se trouve, j'ai fait l'ENA, je suis maintenant un homme chauve, j'ai toute la respectabilité du haut fonctionnaire, j'ai la rosette de la Légion d'honneur, j'en suis très fier. J'ai fait une carrière longue, 40 ans, et j'ai eu beaucoup de postes publics. Mais moi, je sais d'où je viens. Je sais que j'avais 4 grands-parents qui étaient tous d'origine étrangère. 2 que je n'ai pas connus, qui sont partis en Israël, les parents de mon père. 2 que j'ai connus, les parents de ma mère, qui avaient une toute petite boutique rue d'Aboukir, qui ne parlaient beaucoup mieux le yiddish que le français, dont le niveau d'éducation était... Ils s'éduquaient, mais vraiment par la pratique. Ils aimaient le livre, et je me souviens de ça. Je ne suis pas un fils d'archevêque, je ne parle pas religieusement, je ne suis pas quelqu'un né dans la haute société. J'ai fait ce chemin, je l'ai fait grâce à mes parents, grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et c'est vrai que quand j'ai été nommé premier président, et c'est peut-être bizarre, mais j'ai pensé à eux. Parce que c'était à la fois normal que je sois là. J'avais été ministre des Finances, commissaire européen. Pardon, mais j'avais, je crois, à peu près et j'étais un membre de la Cour des comptes, toutes les qualifications pour le faire. Mais c'était en même temps baroque, parce que c'est quelqu'un qui vient de loin qui arrivait. Et oui, ce moment-là, pour moi, c'était un moment d'arrivée. J'ai pensé à ce que j'avais vécu presque 40 ans avant, quand mes parents étaient là. Et mon père était là, c'est un grand professeur d'université, mais un homme très inquiet, que la guerre avait beaucoup marqué. Et j'ai senti à ce moment-là qu'il s'est dit, ça y est, mon fils y est arrivé. Il est protégé. Il est protégé des vicissitudes, de la guerre, de l'antisémitisme. C'était peut-être une illusion, mais en tout cas, il a pensé, vous savez, dans La promesse de l'aube, le magnifique livre de Romain Gary sur sa mère, elle lui dit « Tu seras ambassadeur de France, mon fils ». Le jour où je suis devenu auditeur à la Cour des comptes, a fortiori premier président, mon père s'est dit « Ça y est, tu es auditeur à la Cour des comptes, mon fils ». On peut être une mère juive sans être une femme. Voilà. Et donc, c'est aussi à mes parents que j'ai pensé. Et j'ai pensé à mon fils. Parce que je me suis marié très tard. J'ai un fils de 5 ans. Mon père ne m'a jamais rien dit sur son passé qui était tellement douloureux. Et j'ai écrit un livre parce que le jour où je disparaîtrai, je veux que mon fils le trouve et se dise, voilà qui était mon père, voilà ce qu'il a fait. Parler, transmettre. C'est pas un livre de tactique, j'ai pas de projet, je sais pas ce que j'en ferai, je terminerai mon parcours à la Cour des comptes et après, je ferai autre chose, parce que je me sens encore en forme, mais sans doute autre chose, vraiment. Non, j'ai voulu témoigner pour la politique, témoigner de ma famille, témoigner pour mon fils, et témoigner pour qui a envie de lire ce livre et peut-être de me découvrir, et surtout de découvrir une époque et une histoire. Merci. Pierre Moscovici, Nos meilleures années, la jeunesse, les amis, la politique est publié chez Gallimard. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous.